Dans cet exemple d'application 4, il est question de détermination de l'intensité d'une force, c'est-à-dire la norme d'une force, dans le cas où on a un mouvement rectiligne uniforme. Alors, ça veut dire qu'on va se placer dans un cas particulier pour la deuxième loi de Newton, puisqu'on sait que, et on va le redire, mais que la deuxième loi de Newton, elle permet de retrouver la première loi de Newton, qui traduit justement le mouvement rectiligne uniforme. Alors, le problème est le suivant, on a un skieur qui remonte à téléski une pente. Le téléski, il est là, donc c'est un câble qui est ici, et ce câble fait un angle bêta avec la pente, et cette pente fait elle-même un angle alpha avec l'horizontale. La remontée en téléski, elle s'effectue avec une vitesse constante, donc on a un mouvement rectiligne uniforme, une vitesse qui a toujours la même direction, le même sens et la même norme. Et par ailleurs, on néglige les frottements entre le skieur et la neige, mais également entre le skieur et l'air. Le skieur va être assimilé à un point matériel, on fait de la mécanique du point, c'est ce qu'on va faire systématiquement au cours de cette première année de prépa, sauf dans un chapitre qui est le chapitre de mécanique du solide. Donc voilà le point M qui représente le skieur, et voilà les forces qui s'exercent sur lui. Il n'y a pas de frottement, donc la réaction est purement normale. Il n'y a pas de réaction tangentielle qui traduirait le frottement entre le skieur et le plan, une réaction purement normale, ça veut dire donc perpendiculaire. La force de traction exercée par le câble du remonte-pente, donc on a ici une force qui est une force T, et puis le poids qui lui est vertical descendant. Alors, puisque le mouvement est rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on peut appliquer la première loi de Newton, et cette première loi de Newton est une conséquence de la deuxième loi de Newton. Je vous rappelle que la deuxième loi de Newton dit que la masse fois l'accélération du centre d'inertie de l'objet, mais là l'objet finalement il est ramené à un seul point, donc on le ramène à son centre d'inertie. Eh bien, c'est la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui, mais comme l'accélération est nulle, on a un mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces est égale au vecteur nul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter les forces, on va projeter cette relation-là dans la base EX, EY, et là, la base EX, EY qui a été choisie, c'est celle-là. EX selon la direction du plan, EY orthogonal au plan. Oh, pardon, le plan, évidemment, pas le plan de la représentation, mais le plan incliné. Quand je dis le plan, c'est le plan incliné. Donc ici, on a trois forces à projeter. On va commencer par projeter T, qui fait un angle bêta avec EX. Donc on voit par projection que T va s'écrire donc une certaine composante sur X, une certaine composante sur Y. Je vous rappelle l'idée de la projection. Elle est une projection orthogonale, c'est-à-dire qu'on prend l'extrémité du vecteur et qu'on abaisse la perpendiculaire à l'axe X, et on fait la même chose avec l'axe Y. On abaisse aussi une perpendiculaire. Donc on a des angles droits ici et ici. On a donc des triangles rectangles qui nous permettent d'écrire en termes de trigo que la longueur ici sur la longueur qui est ici, c'est le côté adjacent à l'angle bêta sur l'hypoténuse, donc c'est le cos de bêta. Pour l'instant, ce sont des longueurs, donc j'ai mis une valeur absolue pour Tx, mais il se trouve que Tx est une quantité positive. Vous voyez que le vecteur T, il a des composantes positives, puisqu'il fait aller vers plus Ex et aussi plus Ey. Donc on ne va pas s'embarrasser avec les valeurs absolues, on peut les enlever. Et on voit finalement que Tx sur cette longueur qui est représentée par la norme de t, c'est le cosinus de l'angle bêta. Donc tx, c'est la norme de t fois cos de bêta. Même raisonnement sur y, où on voit ici que le t de y se lie ici. Donc cette longueur-là, qui est cette longueur-là, c'est le côté opposé ici à l'angle bêta. Et si on fait côté opposé sur l'hypoténuse, donc cette longueur ty sur cette longueur qui est la norme de t, on a le sinus, par définition, de l'angle bêta. Donc finalement, on voit ici que, là encore, avec un ty positif, on n'a pas à s'embarrasser de valeur absolue, on a simplement ty sur norme de t égale sinus de bêta, et donc j'ai la composante ty. Donc déjà, j'ai projeté le vecteur t dans ex, ey, autrement dit, j'ai les composantes de ce vecteur sur ex et ey. Pour le poids, je vais faire le même travail, mais cette fois-ci, il va falloir faire attention, parce que quand je projette orthogonalement, c'est-à-dire quand je projette perpendiculairement, d'abord à l'axe des x qui est ici, je lis ici Px, cette quantité-là, qui est aussi celle-là, c'est Px. Et cette quantité, vous voyez qu'elle est négative parce que P se projette, quand je projette de cette façon sur X, vous voyez que P, il a tendance à faire aller dans le sens moins Ex. Donc ça veut dire qu'ici, la composante Px est une composante négative. Donc quand géométriquement, je vais écrire que Px sur cette longueur, qui est toute la norme de P, ça correspond à côté opposé sur hypoténuse et c'est le sinus de alpha. Jusque-là, je parle de la longueur Px. Donc cette longueur, c'est une valeur absolue. C'est une quantité positive. Mais ensuite, je sais que Px est négatif. Donc attention, cette valeur absolue, elle vaut moins Px. Quand un nombre est négatif, sa valeur absolue, c'est moins ce nombre. Par exemple, quand le nombre il vaut moins 5, ben, sa valeur absolue, c'est plus 5. Donc c'est bien moins
moins 5, c'est bien moins ce nombre. Donc, on a moins py sur p équivaut cos de alpha, et comme ça, je trouve py qui vaut moins la norme de p cos de alpha. Et la norme de p, ben, on sait que c'est mg. Hein, une norme, elle, c'est toujours positif, et c'est mg. Alors, ça, c'était pour p. Alors, je suis allé un peu rapidement, j'ai fait les deux. Là, j'ai px d'abord, hein, je dois faire px et py. Donc, si je le fais d'abord avec px, c'est avec un sinus, puisqu'on a dit que le px ici correspondait au côté opposé et la norme de p à l'hypoténuse. Donc, ça nous donnait cette relation-là, avec un px négatif, qui faisait mettre un moins ici. Et on arrive à px égale moins mg sinus alpha. Et on fait le même travail avec py. Cette fois-ci, py, vous le lisez ici, puisque c'est la projection orthogonale du vecteur p sur l'axe y, donc c'est cette longueur-là. Et cette longueur-là, elle, vous voyez qu'elle correspond au côté adjacent à l'angle alpha, et donc c'est une relation de type cosinus. Donc on aura la valeur absolue de px, de py, pardon, hein, on est sur py, la valeur absolue de py sur la norme de p qui vaut le cos de alpha. Mais attention, la valeur absolue de py, c'est moins py, comme py est négatif. Vous le voyez que py est négatif, puisque le poids il a tendance à aller dans le sens, si je le projette comme ça sur l'axe y, dans le sens opposé à cette flèche-là, EY. Donc c'est aussi négatif. D'où la projection du vecteur P. Donc je passe beaucoup de temps sur ces projections, mais parce que ces projections jouent un rôle vraiment essentiel en classe prépa, enfin en physique, hein, en fait, tout simplement. Et donc c'est important de bien maîtriser ça. La réaction normale, ça va être plus simple pour projeter, parce que elle, la réaction normale, vous voyez que si je reprends, elle ne se projette que sur EY, elle n'a qu'une composante, et une composante qui va dans le même sens que EY, donc une composante positive. Rn, c'est Rn sur EY. Alors je réécris la première loi de Newton, c'est-à-dire je réécris somme des forces égale 0. Hein, je reprends la relation qui est ici, qui me dit que somme des forces est égale à 0. Et quand j'écris cette relation-là, vous voyez, j'ai des grandeurs qui sont portées par x et des grandeurs qui sont portées par y. Et quand on réécrit cette relation sous la forme de vecteurs, avec la composante sur x et la composante sur y comme ceci, avec des vecteurs colonnes, on voit mieux apparaître les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que ce qui se passe sur l'axe des x, c'est une chose, et ce qui se passe sur l'axe des y, c'est une autre chose. Et que ces deux choses, elles sont séparées. Donc en fait, une relation vectorielle dans un espace comme ça à deux dimensions vous donne deux égalités. La première égalité, vous la voyez ici. C'est ce qui se passe sur x. Hein. M moins mg sinus alpha, c'est sur x. T cos bêta, c'est sur x. Et puis, sur y, vous avez les trois autres termes. Donc, vous avez deux équations qui sont celles-là. Et nous, ce que l'on veut, c'est déterminer la norme de t. Donc, de ces deux équations, en fait, on a besoin finalement de la première. Parce que dans la deuxième, vous avez Rn. Et on a dit, dans la partie court, que la réaction normale, on n'avait pas de formule toute faite pour calculer une réaction normale. On sait que la réaction tangentielle, par exemple, sa norme, c'est f fois la réaction normale en norme. Ça, oui. Mais Rn, on n'a pas de formule toute faite, je vous disais dans le cours. Et donc, pour cette raison, on ne peut rien faire. On ne saura pas. Ici, on aurait deux inconnus qui sont la norme de t et Rn. Tandis que dans la première équation, vous n'avez qu'une inconnue qui est t, que vous pouvez sortir donc, de cette équation-là. Vous voyez que si j'isole t de ça, je trouve que t, hein, c'est bien la norme là dont il est question, c'est mg sinus alpha divisé par cos bêta. Remarquez que j'ai utilisé la notation norme de t avec les deux barres, mais qu'on peut simplement marquer le t sans mettre la flèche, puisque c'est plus un vecteur, et sans les deux barres. C'est la même chose. Vous pourrez rencontrer dans les sujets de concours l'un ou l'autre. C'est pour ça que, à ce stade-là ici, j'ai enlevé les deux barres et le trait, parce que c'est exactement la même chose. C'est juste une autre façon de le noter. Donc familiarisez-vous bien avec ces deux aspects.